Grâce à Best Buy, on est en mesure de vous présenter plein de podcasts super intéressants sur la commission athlétique, notamment les compteurs, la business du sport. Merci à Best Buy de nous fournir tout l'équipement audiovisuel. Bon podcast tout le monde. Tous les secrets de la business du sport. Les compteurs avec Max Lalonde et Sacha Gavami. Bienvenue à l'épisode numéro 6 des compteurs, votre podcast sur la business du sport. Déjà l'épisode numéro 6. Alex Panton, salut. Bonjour. Sacha Gavami, salut. Salut, les gars. Dans le sujet principal, aujourd'hui, on va y venir dans les prochaines minutes. Ça va être un épisode un peu... Ouais, on va être geek. On va être geek un peu. Ouais. sur Ouais. les différentes ligues, le plafond salarial, la composition des salaires, les taxes de luxe. C'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. J'ai très hâte de vous entendre là-dessus. Il y a des gros contrats signés dans le sport professionnel à venir, à commencer par Juan Soto, qui va peut-être changer la donne un peu. On va en parler dans les prochaines minutes, assurément. Restez là. Dans le bloc actualité, il y a plein de choses. On a appris par la plume de notre collaborateur ici à BPM, Pat Laprade, que la PWHL, la LPHF, vise déjà, après une demi-saison d'existence, de l'expansion dans 2 villes. On imagine que Québec est peut-être visé là-dedans parce qu'il y aura un match en janvier à Québec, justement, un match d'exhibition. Ouais, en fait, un match de saison disputé à Québec. Est-ce que c'est trop vite? Mais je pense que le match à Québec, c'est une super idée. Ouais. En passant, il va avoir une foule incroyable pour ça. Ouais. Puis je pense que ça s'inscrit justement dans une vision d'exposer ce sport-là au plus de gens possible. Je pense que le marché est là, le marché de Québec, de façon générale, répond présent. Est-ce que c'est trop tôt? Tu sais, une ligue à 6 équipes, à un moment donné, si tu fais le Un tour. propriétaire. Ouais, mais ça, c'est normal aussi. Je Ouais. pense. Tu sais, la MLS avait un peu commencé ça avec M. Anschutz. En tout cas, le gars d'âge. Ouais. Puis, c'est parce que ça va vite, hein, une équipe. Tu sais, 6 équipes, tu sais, les playoffs, c'est pas long, toutes ces choses-là. Fait que moi, je suis un de ceux qui est pour une expansion plutôt rapide, mais calculée. Faut faire attention. Tu sais, je suis pas certain que la MLS est content de tous les marchés qu'ils ont sélectionnés dans leur balbutiement. Mais moi, à titre de spectateur, mettons, si on se retire du volet économique, moi, je pense que c'est intéressant. Puis l'autre patente, ben, si on prend que le volet économique, des franchises d'expansion, c'est une manière de mettre des coffres de mettre de l'argent dans les coffres de la Ah, ça, ligue c'est sûr. pour justement investir dans le marketing, investir dans la notoriété. Donc, je pense que, en tout cas, pour moi, là, ces 2 raisons-là, je trouve ça intéressant. Ouais, puis je pense que le fait qu'il y ait un seul propriétaire aussi réduit le risque à faire des Ah oui. matchs comme ça. Tu sais, tu l'essaies, tu vois ce que ça donne, tu vois la réaction. Québec, on en a parlé même ici de l'expansion NHL. Là, si tu as un marché de hockey puis tu as beaucoup d'engouement hockey, je m'attends à ce que ça soit à guichet fermé à ce match-là au centre Vidéotron. À eux de voir si ça va réagir de la façon qu'ils s'attendent. Le fait qu'il y ait un seul propriétaire aussi aide beaucoup parce que tu facilites la donne au niveau de OK, ça marche, qu'est-ce que je fais après? Ouais. Là, j'en installe d'autres. Puis là, techniquement, tu peux commencer éventuellement à peut-être libérer des franchises. Faut pas oublier aussi qu'en ce moment, si on suit ce qui passe dans le WNBA, il y a un gros engouement pour de l'expansion. Il y a un gros engouement de gens avec des poches profondes qui se manifestent à acheter des franchises, à Ouais. vouloir... Peu importe le sport. Ouais. C'est un bon investissement. Tu sais, Là. puis le sport féminin, il voit ça aller. Tu sais, il y a Ouais. comme il y a vraiment une tendance, on en a parlé plusieurs fois ici. Puis la PWHL, c'est sûr qu'ils voient ça dans leur bureau, puis faire comme, hey, faut qu'on suive la vague parce que si d'autres ligues prennent le devant sur nous, mais peut-être que nous, ça va être plus tard, puis moins le fun, moins sexy d'une certaine façon, tu sais, de le faire. Puis il faut aussi se dire qu'un des équipes dans les sports majeurs, il n'y en a plus beaucoup qui se créent, ou du moins ça a beaucoup Ouais. ralenti, tu sais, les expansions. Donc, la rareté a fait en sorte que les valeurs ont eu une très, très forte croissance. Tu sais, on en parlait la semaine passée. Depuis, Sportico a sorti ses nouvelles valorisations pour les franchises du sport professionnel en Amérique du Nord. On aura l'occasion d'en reparler. Mais, tu sais, il y a des équipes qui ont pris 28% de valeur Les Canadiens, pour là, 3 milliards. tu sais, en un an. Fait il y a aussi cette espèce de marché. Puis si tu crées des franchises, puis quand tu es un propriétaire, c'est qu'éventuellement, il va pouvoir les vendre, ces franchises-là. Ah, sûrement. Mais la PWHL, je pense, va demeurer un produit abordable pour un certain moment. Vaut mieux investir dedans maintenant. Puis c'est une ligue qui fait la forte majorité de ses revenus avec les billets. Donc, plus d'équipes, plus de matchs, plus de billets. Les séries éliminatoires vont être plus longues. Puis là, tu peux partir autour de Saison ça. complète à venir bientôt. Le danger de ça, cependant, puis là, on le voit déjà avec peu d'équipes,
c'est dans la ligue le calibre de jeu. Tu sais, au moment où on se parle dans la PWHL, puis je le dis vraiment en tout respect, il y a 2-3 joueurs par équipe qui sont pas de calibre dans cette ligue-là ou à peu près. En rajoutant des clubs, tu te mets ça un peu sur le dos d'avoir à fournir une bonne équipe rapidement parce que tu as beau payer pour l'étiquette, puis ça va être 35-40$ l'étiquette. Tu sais, à Montréal, tu as Marie-Philippe Poulain, tu as Laura Stacey, puis après ça, tu as les autres. Puis t'en as quand tu regardes le temps de jeu, ils finissent, ils ont 1 minute, 2 minutes parce que malheureusement, ils ne suivent pas. En fin de saison, Montréal avait des joueurs qui jouaient à peu près pas. Là, ils ont joué quasiment à 2 trios. Là, en série. Mais je comprends. De ce que je comprends aussi, et loin de moi de l'idée de me prétendre expert, il y avait beaucoup de joueurs aussi qui avaient des contrats ailleurs, qui n'ont pas pu se joindre à la Ligue. Il y a peut-être ça, là, que on va voir des nouvelles têtes débarquer. Puis, c'est ça. Mais après ça, je pense que on est un podcast de business du sport. Je pense que d'un point de vue économique, c'est intéressant. Mais d'un point de vue compétitif, Max, tu soulèves un bon point. Puis je pense que ça, il faut qu'il fasse attention à ça. Ouais, puis on va se poser la question assurément quand ça va débarquer. Mais il s'en va dans la bonne direction. Puis il y a vraiment une attention particulière qui est donnée à ce produit-là. Puis ça fonctionne. T'sais, ils ont rempli le Centre Bell. Ils vont remplir le Centre Vidéotron. Ça, j'en suis convaincu. Puis, dernier petit point, je pense que dans la WNBA, il y a déjà des programmes établis de basketball féminin aux universités. Fait que le système pour nourrir ces ligues-là, j'avoue qu'on doit en tenir compte. Ça va suivre d'après moi. C'est ça que j'allais mentionner. Comme tout ce qui est le grassroots, tout ce qui va être le développement du hockey féminin, maintenant qu'il y a une ligue vers laquelle tu peux atteindre, aspirer, qui est devant toi, concrète, avec peut-être plus d'équipes aussi, ça va amener aussi ça donne au moins plus d'opportunités de développement au niveau inférieur. J'ai lu un article il n'y a pas longtemps sur dans le sport, les revenus générés par les ligues, par le merch vendu, les casquettes, les chandails, et c'est épouvantable l'argent qui se génère dans le sport professionnel. Les gens payent cher. T'sais, on a vu Fanatics qui a causé un peu une commotion quand ils sont sortis avec leur nouvelle gamme de chandails. T'as 3 gammes, le plus cher est 600$. Il y a des gens qui disaient ça n'a pas de bon sens. Ben, Colin, tu vas au Centre Bell, puis il y a du monde qui l'ont, chandail avec la patch RBC, puis la strap dans le dos. Là, on a annoncé cette semaine que Lululemon allait collaborer avec Fanatics pour une collaboration spéciale pour des produits à l'effigie de tous les clubs de la Ligue nationale de hockey, visant particulièrement les femmes. Puis là, je lis l'article, puis je fais, y a-t-il une si grosse demande que ça? La réponse, c'est oui, les gars. Oui, l'impact a été énorme. Là. Ouais, puis moi, j'ai regardé ça, j'ai vu cet article, j'ai lu l'article-là, puis effectivement, quand on parle, souvent au podcast, on va parler de comment croître les revenus, puis croître le top line. Ben, il y a une chose, on parle beaucoup du sport féminin, mais aussi le viewership féminin, les partisanes. Je pense que la récente étude dans la NFL, c'était comme 47% des fans de la NFL, c'est des femmes. Avant ou après Taylor Swift? Pendant, ouais, c'est ça. Mais même, je te dirais, ça a commencé avant. Ouais. Puis tu le vois, l'engouement aux États-Unis pour le sport. Même le sport masculin, les femmes qui suivent ça. Ben, c'est sûr que si tu veux augmenter les revenus, un endroit qui n'a pas été exploité à 100%, c'est tout ce qui est les produits dérivés qui visent les femmes, qui est targeté pour les femmes. Totalement. Il n'y a pas si longtemps, le merch d'une équipe sportive se limitait à un hoodie, un jersey, une casquette. Là, tout d'un coup, tu sors avec la conjointe à Juszczyk à San Francisco avec les vêtements qu'elle a fait, avec les espèces de manteaux que les femmes, les conjoints des joueurs portaient. Puis là, ça s'est devenu viral. Puis d'autres femmes ont acheté. Lululemon fait une collab aussi avec la Fanatics. Les stats, Max, tu l'as peut-être devant toi, le premier week-end, là, ça s'est vraiment bien vendu. 80% des ventes de ce week-end-là, c'était les produits Lululemon. Puis 40% des acheteurs, c'était les femmes. Puis on parle de coton ouaté à 148$ la copie pour les femmes, 168$ pour les hommes. C'est pas des choses qui... Tu vois pas ça, des cotons ouatés à 145$ d'habitude. C'est des éditions spéciales. Puis il y a un marché pour ces produits-là de luxe. Tu sais, au Centre Bell, tu le vois, la boutique Tricolore Sport avant un match, là. C'est Costco le dimanche matin. Là. Ah, t'as raison. Puis, tu sais, je pense que... Pour de vrai, je pense qu'un des phénomènes qu'on parle peu au niveau de la merch, c'est justement l'arrivée en trompe de Fanatics. C'est une compagnie extrêmement bien financée, qui sont tombés en mode acquisition, qui ont essentiellement éliminé beaucoup de la compétition. Là. Ils ont tout acheté.
Et une fois qu'il y avait un contrôle assez significatif sur le marché, ils ont commencé à étendre les lignes. Donc, eux autres, leur manière de communiquer, leur manière de se mettre en valeur est devenue beaucoup plus facile. Puis là, ils font juste multiplier les produits. Puis après ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ramènent des marques que les gens aimaient sous forme de collab. Fait que, tu sais, ils font des très beaux produits, ça élargit la gamme. Ouais. Ils travaillent avec ça, là. C'est fou. Tu sais, la pareil. NFL s'est fait critiquer, ben pas critiquer, mais leur stratégie pour attirer les femmes, c'était des espèces d'initiatives, je dirais en périphérie, tu sais. Ben, évidemment, ce qui est très bien, là, tout ce qui est la sensibilisation au cancer du sein, il y avait tout le mois rose. Il y a eu des fois des affaires comme Game Day Tips, expliquer les règlements, d'avoir de base. Ah ouais. Mais là, ce que j'aime, c'est que non, Non, on te parle les femmes, comme un- c'est une t'es une partisane à part entière. C'est pas une journée dans l'année. Ouais. C'est ça. Puis c'est une fan. Fait au final, quand on a du merch qui est designé pour une femme pour qu'elle se sente bien, que she looks good, puis Ouais. elle aime ça, ben tu traites de la même façon que tu traiterais un partisan masculin. Fait que moi, je trouve ça super. Ça fait pas très longtemps qu'on a commencé à faire des jerseys des équipes de hockey avec des coupes féminines. Il n'y avait pas Non. ça avant. Ça fait quelques années Ça seulement. veut dire qu'il y a une demande. Ben oui, il y a Puis une ça, demande. puis ça, je pense que c'est beaucoup entré avec tout ce qu'on a déjà parlé, mais l'accessibilité à regarder du sport, c'est plus Ouais. simple. Avant, tu voulais regarder du sport, il fallait que tu t'installes devant ta télévision, À tu telle t'assois à telle heure, Ouais. tu le fasses. La réalité, pour plusieurs personnes, hommes ou femmes, c'était plus ça. Maintenant, tu Ouais. peux être étendu dans le lit le soir, quelqu'un, ton Ouais. conjoint, ta conjointe lit un livre à côté de toi, toi, tu écoutes la game de hockey, Ouais, ouais. puis ça n'a plus besoin d'être autant structuré et organisé. Tu sais, de s'associer à des brands comme ça, c'est gage de succès parce que là, tu choisis un brand que les femmes aiment déjà, qu'elles consomment pour le gym, les cours de yoga, name it. Ben, Lululemon, là, ils ont pignon sur rue à plusieurs villes en Amérique du Nord. C'est malade comment ça marche, cette compagnie-là. C'est complètement fou. C'est un coup de génie de Fanatics d'aller les chercher en disant quelle compagnie les femmes aiment beaucoup, à qui on peut mettre un logo du Canadien, un logo des Blackhawks, puis vendre des gilets. Puis un peu comme Hugo Boss l'avait fait avec certaines équipes de la NFL. J'ai vu des cotons ouatés passer, une année, Hugo Boss avec les Falcons d'Atlanta, 345$. Ils les vendent toutes. Ouais. Ben, tu sais, moi, une de mes marques préférées, Mitchell & Ness, Mitchell & Ness. c'est Ah ouais. c'est du linge. Eux, ils travaillent énormément avec le vintage, là, mais Ouais. tu sais, c'est des calottes à 50$, Ah oui. 60$. Ouais. C'est des cotons wattés à au-dessus de 100$ aussi. C'est complètement fou vers où s'en va le merch. Je serais curieux de savoir combien tu dépenses dans une année pour des casquettes. Puis Je ne le dirai pas publiquement. Non, ça n'arrivera pas. Ouais. Hey, avant de parler des salaires et du cap salarial, des contrats à venir dans le baseball majeur, on va finir le bloc actualité avec ça. C'est sorti sur le site de Sun, qui est peut-être pas nécessairement la meilleure référence là, pour des nouvelles économiques sur le golf, mais on parle de l'avancement du dossier entre le LIV Golf et le PGA Tour. Juste faire un petit récapitulatif, il y a à peu près 4 ans, est débarqué le fonds d'investissement saoudien avec Greg Norman à sa tête en disant « Nous autres, on va former un nouveau circuit de golf. » Ils sont allés chercher des golfeurs à qui on va faire des sommes comme 200 millions, 300 millions, 400 millions là-dedans. Phil Mickelson, Dustin Johnson, on les a amenés sur la LIV Golf où on propose du golf complètement différent. C'est 3 jours seulement, pas 4. Il n'y a pas de Cooper, il y a juste 48 golfeurs. C'est un shotgun, il y a de la musique, les gars jouent en short. C'est une autre affaire complètement. Après ça, on a été en mesure d'aller chercher des John Ram, d'autres vedettes qu'on était capable de rapatrier. Et toujours en le faisant d'un peu de façon dissidente, puis en étant un peu comme les bad boys dans le monde du golf, le ton a changé depuis le jour 1 sur le PGA Tour. Rappelez-vous de Rory McIlroy qui avait dit de la live « It's dead in the water, ça lèvera jamais ». 3 ans et demi plus tard, Jay Monahan apparaît à la télé avec Yasser Al-Rumayyan à CNN pour annoncer qu'il va avoir une association entre les deux. Je pense qu'ils avaient même utilisé le mot fusion. Oh, une fusion. Ouais, c'est ça. Là, il y a des gars comme Justin Thomas, Will Zalatoris qui sont chez eux dans leur salon en Floride, qui au CNN, ils voient ça, personne n'était au courant. Là, tout le monde veut sortir Jay Monahan qui part dessus tête du PGA Tour parce qu'on l'accuse de vouloir protéger sa job. Finalement, Rory, qui voulait que ça meure, est avec Tiger à la tête des négociations pour que les choses se passent, parce que le problème qu'on a, c'est que les meilleurs golfeurs sont pas à la même place présentement. Fait que 4 fois par année dans les tournois majeurs, t'as pas toujours les meilleurs ensemble. Puis le produit est affecté. Là, ce qu'on sait, c'est qu'on n'est pas loin d'un deal. On n'est pas loin de joindre les deux ensemble. Puis ce qu'on comprend dans l'article de The Sun, c'est que la LIV va injecter un montant d'à peu près 1 milliard et quelques dans le PGA Tour pour détenir des parts dans ce circuit-là.
il y a des postes de direction qui vont être donnés à des dirigeants de la Live. On va refaire l'organigramme un peu. Les négociations puis les travaux sont menés par Tiger et par Rory. Et les joueurs qui ont renoncé à des sommes à la demande de Jay Monahan vont être compensés. Et les joueurs qui sont allés sur la Live, qui ont eu du cash, vont pouvoir revenir dans des événements du PGA Tour. On est en train de ramener tout le monde ensemble. Ben, je pense que c'est là le point vraiment où que c'est super important à comprendre, c'est qu'il y a des joueurs qui ont pris la décision de prendre le gros moton, Ouais. puis s'en aller jouer dans une autre ligue. Ouais. Il y a aussi la question du sport washing qui était importante là-dedans. Puis tu sais, je veux pas rentrer dans la politique de la chose. Mais tu sais, le fonds saoudien est souvent critiqué, dans le fond, parce qu'il essentiellement essaie de blanchir leur réputation à travers une légitimisation à travers le sport. Je vais le dire de même. Puis il y a beaucoup de grandes organisations sportives, soit dit en passant. Là, Ils ont 10% dans Live Nation. Il y a Live Dans Nation. l'ATP aussi. Avec L'ATP, la Formule 1 aussi. Formule 1. Tu sais, WWE également. Donc, Ouais. tu sais, c'est pas nouveau. Cela dit, il y avait quand même un volet très politisé à l'origine. Il y a des gars qui ont pris du cash pour faire défection de la Du C'est-tu PGA bon Tour. terme, ça veut-tu pas? Je comprends ce que Ouais, tu veux dire. ouais, C'est-tu bon changer terme, de circuit, ouais. Défecté en anglais, c'est the Defect. fact. The fact, ouais. Ouais. Ouais, mais en français, ça veut pas dire. Juste- Non, ça, c'est Non. déféqué. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Ouais, je pense qu'on était correct. là. OK, on est bon. Pour le faire. Donc là, tu sais, je pense que la grande question... je pense que tout le monde veut que la meilleure ligue au monde soit la meilleure ligue au monde. Je pense que de ramener tout le monde ensemble, c'est une super bonne idée, Oui. mais vraiment, la grande question va être la compensation pour ceux qui l'ont pris. Mais ultimement, il y a une petite ironie pour moi là-dedans, c'est que finalement, tout le monde va prendre l'argent des Saoudiens, finalement. Finalement, oui. Tu sais, tout le monde. Mais puis l'affaire, c'est que moi, ce que Oui, j'ai oui. pas aimé Oui. là-dedans pour avoir été au cœur de toute cette affaire-là, quand j'ai accepté la job à TVA Sport pour faire la description de la livre, les gens comprennent pas Puis on l'a vécu beaucoup. Moi, j'ai reçu des messages genre, tu travailles pour les Saoudiens. Non, non. Un peu, là. Moi, j'ai été engagé par Québécois, par TVA pour faire de la description à la télé. Mais à la base de ça, c'est qu'il y a des joueurs qui se sont positionnés en donneurs de leçons, puis qui là, aujourd'hui... Puis, deux affaires. Ça, un gars, mettons, Will Zalatoris. Will Zalatoris, lui, là, s'est fait supplier à genoux par Jay Monahan, pars pas, parce qu'il est considéré comme étant le futur et la relève du PGA Tour. L'offre s'attend pour Will Zalatoris, c'était 30 millions. Hey, tu y penses, là, t'es dans la fleur de l'âge, t'as des problèmes de dos, Ouais. t'es pas sûr que tu vas jouer encore 10, 12, 15 ans. OK, je vais rester, mais what's in it for me? Vous allez voir, là, il arrive rien. Là, hop, on réadmet les gars sur différentes compétitions internationales. Hop, on les réadmet au Masters. Hop, on les réadmet au US Open. Là, les gars du PGA Tour font « Attends, là, ils sont partis, ils ont les poches pleines. Là, ils vont retrouver les privilèges. » Et en plus, le PGA Tour commence à poser des actions pour faire en sorte que le Tour représente de plus en plus la livre. On tombe dans des elevated events, c'est plus 144 joueurs, c'est 70 joueurs. Mais il y a des gars entre 70 et 144 qui se sont fait offrir 10, 12, 15, 20 millions qui ont dit non. Fait que là, eux font, moi j'ai dit non. Puis là, je peux même plus jouer tel tournoi parce que tu réduis le field à 70 parce qu'il n'y a plus de coupure. Il se passait, il y avait vraiment, vraiment du tonnerre à l'intérieur du PGA Tour. De ramener tout le monde ensemble, c'est un peu ironique à cause de ça, mais moi, ce que je trouve encore plus ironique, c'est que c'est Rory qui, à la base, a été le poster boy, l'avocat de tout ça, qui, là, va réunifier tout le monde. Alors que lui s'était même retiré de la table du board du PGA Tour maintenant en disant « Il faut que je joue au golf, là, ça n'a plus de sens. Je suis rendu un politicien, je suis plus un joueur de golf. » Puis ça apparaissait dans ses performances. Ouais, à ça Rory paraît aussi. dans le vent. Mais moi, j'ai une question, Max, parce que avant que la Live naisse, Ouais. puis que les Saoudiens disent on va partir une Ouais. nouvelle ligue de golf, puis on va aller chercher Greg Norman. Je sais pas si tu sais, je sais pas si c'est quelque chose de public, j'ai pas vu l'info, mais est-ce que les Saoudiens ont tenté d'embarquer dans la PGA au même titre que ils font maintenant avec l'ATP, puis ils font avec Ouais. d'autres ligues? Est-ce qu'il y a eu cette tentative-là que la PGA a dit non,
Et ensuite, c'est la Live ou c'était leur stratégie initiale de créer une autre ligue? C'était leur stratégie initiale de créer une autre ligue et l'idée arrivait de Greg Norman parce que Greg Norman a toujours eu en tête de créer un circuit, une ligue globale et le PGA Tour ne voulait pas faire ça pour pas cannibaliser le DP World Tour, qui est le tour européen dans le fond. Puis Norman, quand il est arrivé avec ça, parce qu'au début, il y avait la Live, puis il y avait une autre affaire, le All Elite Golf, ou il y avait un autre circuit qui était pressenti pour sortir, finalement, qui n'a jamais vu le jour. On a tout le temps voulu créer autre chose que le PGA Tour en étant convaincu qu'avec du cash, on irait chercher les Top Guns. Et tout ça, tout ce qu'on reprochait au golf professionnel, les critiques que les gars avaient envers le PGA Tour, c'est comme ça qu'on bâtissait les autres circuits. Il y a trop de tournois. On n'est pas payé assez. Les bourses sont trop Les petites. bourses sont trop petites. C'est trop long. Il y a la coupure. On n'est pas payé avant coupure. Écoute. Non, il y avait beaucoup de doléances, mais ta question est super pertinente parce que finalement, l'espèce d'épouvantail qu'ils ont créé avec le Live Golf a fait en sorte qu'ils ont été en mesure d'acheter des participations dans plein d'autres organisations. Tu sais, il y a l'expression en anglais, c'est « If you can't beat them, join them ». Mais c'est en plein ça. Mais moi, pourquoi je pose la question? Parce que quand on parle de ce qui aurait pu arriver, si je comprends bien, Greg Norman avait approché la PGA avec une idée de partir ça. La PGA a dit non. Greg Norman s'est reviré de bord. Il a dit c'est ça. Il s'est reviré de bord. Il a trouvé un financier avec la Live, avec les Saoudiens, excuse. Puis les Saoudiens ont dit ouais, nous, on va te financer cette ligue-là. Et de là, s'en est suivi. Puis que là, moi en étant un joueur de la PGA, comme vous dites, pas les. Tu sais, on a tendance toujours à penser au Top Gun. Mais comme tu dis, les joueurs plus... Sepp Straka, mettons, là, qui est 109e au monde. Là, je pense que c'est la première fois que j'entends ce nom-là. Sepp Straka? Non, mais c'est ce que l'affaire, c'est que le golf, la réalité du golf, là, c'est que tu peux être 210e au monde dormir dans ton char. C'est pas normal. C'était pas normal à ce base-là. Puis j'ai coupé ça, excuse, là, mais l'affaire, le meilleur de tout ça, pour moi, c'est les bases minimum que ça a acheté dans le sport. Depuis que la Live est arrivée, il y a maintenant un salaire minimum garanti sur le PGA Tour, il y a maintenant un salaire minimum garanti sur le Korn Ferry Tour. Il y a des gars avant qui allaient sur le Korn Ferry Tour. Ça veut dire que tu fais partie du top 300 mondial dans ton sport qui crevait de faim puis qui lâchait à cause de ça. Là, aujourd'hui, c'est 250 000 minimum. On te donne 250 000 au début de la saison. Puis t'es pas obligé de leur donner. Si en bourse, tu le dépasses, on regardera puis on s'organisera. Mais tu pars avec 250 000, t'as la tête tranquille, tu peux jouer au golf. Regarde, puis je pense que c'est la transition parfaite pour le sujet principal parce que dans les grandes ligues nord-américaines, les associations de joueurs, donc à toute fin pratique des syndicats, ont su négocier des partages de revenus super significatifs par rapport aux propriétaires. Puis cet équilibre-là, je pense que les joueurs mis ensemble auraient peut-être pu y arriver. Ah, totalement. Mais dans des sports individuels, on dirait que ça fait moins partie de la... je pense qu'il y a une partie de la PGA étant le premier, selon moi, circuit sportif international d'envergure qui était confronté à l'idée de recevoir des fonds saoudiens. C'était nouveau. Puis que quand c'est arrivé, il y avait tout aussi ce volet plus peut-être moral de dire... C'était beaucoup ça. C'était beaucoup ça. On devrait pas... c'est du sport washing. Pas si longtemps, il y avait la controverse avec le régime saoudien qui avait... Mais ça a duré... Il y avait des soupçons de meurtre envers un diplomate, un journaliste. Bref, il y avait beaucoup d'affaires. Puis là, tout d'un coup, c'était comme... Tu vas pas aller vraiment recevoir l'argent des Saoudiens. Puis je suis pas ici de dire c'est bon ou c'est pas bon. On laisse les gens avoir leur propre opinion là-dessus. Mais ce qui arrive, c'est que les Saoudiens sont tellement imposés de façon forte dans les dernières 2-3 années dans le sport que c'est plus rendu l'exception. C'est rendu comme presque la norme. Fait que là, dans la PGA, d'avoir cette position-là, de dire nous, on le fait pas. Mais tu sais quoi? L'ATP le fait, la Formule 1 le fait, la boxe le fait. Regarde la Premier League. Si nous, on le fait pas, faut que pour montrer une position, il faut que tous les autres le fassent pas. Là, tous les autres le font. Fait que là, on va le faire. C'est un peu tard. Puis où les choses ont commencé à changer, puis on va compléter là-dessus, là, c'est que quand on tapait sur le PIF en disant justement tout ça, les droits humains, puis tout, on comprend, là, c'est vraiment louable. Il y a des journalistes d'enquête aux États-Unis qui ont commencé à creuser qui étaient les propriétaires de certaines compagnies qui commanditent le PGA Tour pour se rendre compte que 30% de FedEx est détenu par des compagnies qui sont aux Émirats arabes unis, pour se rendre compte que telle compagnie est détenue par le PIF, que le PIF avait déjà des intérêts dans des compagnies qui collaborent déjà avec le PGA Tour. Fait que là, on a fait... Ben là, si vous voulez être plus blanc que blanc, sortez-les de là. Ouais, mais on peut pas parce que c'est des commanditaires.
Fait que, Comment amener la ligne à Strassou, tu sais. tu sais, il faut que tu fasses une ligne dans le sable, comment tu la fais. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est à partir de là, parce que là, la saison s'enclenche, le calendrier du PGA Tour est sorti, la Live, il y a 4 événements de sortie, le reste s'en vient. Je pense que l'année où tout le monde cible vraiment le début de tout ça, c'est 2026. Ok. Puis 2026, dans le sport en général, avec les contrats télé, les ci, les ça va être une grosse année. Passons au sujet principal parce que c'est un excellent lien. Moi, ça me fascine, les gars, que la Série mondiale n'est même pas finie de gagner. On n'a même pas fini de laver le champagne dans le vestiaire des Dodgers, qu'il y a déjà des joueurs qui sont en train de s'emmagasiner des nouveaux clubs. Dont un qui jouait dans la Série mondiale. Soto, qui était... Juan Soto, il perd 3 jours après. Hey, faites-moi des offres, là, allez-y. 3 là. jours, t'es généreux, là. Il est, Je sur pense le coin de la, il est sur le coin de la rue avec une pancarte. Juan Soto va devenir un des joueurs les mieux payés dans le baseball professionnel. C'est quelques équipes seulement, probablement, qui peuvent se l'offrir. Puis on voulait prendre du temps aujourd'hui pour démystifier ça, justement. S'acheter un Juan Soto, s'acheter un Shohei Ohtani. Tu sais, il a fait 2 millions cette année, Ohtani. Là. Il va être tout payé. Comment ça marche? Ouais. Fait que je pense, là, on a beaucoup d'explications à Ouais. faire. Je pense que, tu sais, puis Sache, on s'en parlait là, avant de s'asseoir. Je pense que ça peut être cool. Là, tu sais, au Québec, on connaît très bien, en tout cas ceux qui nous écoutent connaissent relativement bien le plafond salarial dans la Ligue nationale, qui est vraiment un montant que tu ne peux pas dépenser, qui est lié aux revenus de la Ligue nationale. Right? Plus que les revenus augmentent, plus que le plafond augmente. Ouais. Et donc, c'est un pourcentage prénégocié dans les conventions collectives que les joueurs se partagent. Il y a également un plancher salarial aussi dans la Ligue nationale pour s'assurer que les revenus sont bien distribués. Mais je pense que ça pourrait être intéressant de parler qu'il n'y a pas de plafond salarial comme tel dans le Major League Baseball. Quand on parlait, tu sais, d'un sujet pour aujourd'hui, ben, tu sais, dans la vie quotidienne, quand on parle de sport aux gens, il y a beaucoup de fois, puis je suis sûr que ça vous revient. Hey, ça n'a pas de bon sens, les salaires au baseball. Regardez comment les gars font de l'argent, ça n'a pas de bon sens. Puis en parallèle, quand on a nos discussions sur les ligues et tout, la MLB est en bonne santé financière, mais ça reste que pas autant que la NFL, puis pas autant que la NBA, en termes de revenus top line. Ouais. Fait que là, tu te dis, ben, comment ça se fait que Soto va devenir fort probablement le deuxième athlète le mieux payé sur la planète après un autre joueur de baseball qui est Ohtani. Fait que l'idée est arrivée de dire, ben, profitons de l'occasion d'expliquer les différences, les particularités des 4 ligues, les grandes ligues. Ouais. Donc, ce qui c'est la MLB, la NHL, la NFL, la NBA, pour différencier. Puis, je pense qu'on peut en profiter pour la MLB d'expliquer un peu que il n'y a pas de masse salariale, il n'y a pas de plafond salarial. Il n'y a pas de plafond salarial dans la MLB. Il y a ce qu'on appelle en anglais le Competitive Balance Tax, taxe de parité. Taxe de parité, exact. Que tu dois payer si tu décides de débourser pour un joueur. En fait, de dépasser un certain montant total. C'est ça. Parce que dans le fond, là, pour simplifier la patente, là, dans les 4 grands sports en Amérique du Nord, on peut les mettre dans 2 catégories. Ouais. Donc, d'un côté, tu as 2 ligues avec des plafonds salariaux fermes, la Ligue nationale de hockey et la Ligue nationale de football. Et de l'autre côté, tu as la NBA puis le Major League Baseball, dans le fond, le baseball majeur, qui ont un système de taxes de luxe. Oui, puis la NBA a un plafond salarial, mais plus malléable. C'est ça qu'on... Ouais, en anglais, on dit un soft cap. Un soft cap. Ils ont un plafond mou. Donc, fait que si on part, puisqu'on parle du baseball, fait que la MLB, comment ça marche? Les équipes, en gros, peuvent dépenser comme elles veulent. C'est la définition de libre marché. Fait que tu dis un joueur, qu'est-ce qu'il vaut? Ben, c'est pas vrai que le marché du hockey puis du foot, c'est le libre marché, parce que c'est un marché en fonction d'un plafond salarial. Fait 100%. qu'il vaut combien dans un cadre prédéfini? J'ai tant à dépenser, donc mon joueur vaut X. Mais si j'avais pas de limite sur ce que je pouvais dépenser, il vaudrait sûrement plus. L'idée du baseball, c'est qu'ils disent c'est libre marché. Donc, tu peux payer les joueurs comme tu veux. Mais si tu dépasses un budget annuel alloué, Le seuil, là, ou whatever. qui en comme 2025, c'était autour de 241 millions. C'est ça, l'année qui vient de se terminer, Ouais. c'était 237. Fait que chaque sou que tu dépenses de plus, Ouais. tu as des pénalités. Tu as une taxe qui, la première année, représente 20% du montant excédent. Fait qu'exemple, on va dire, prendre un chiffron, 240 millions est le plafond. le budget alloué. Ouais. Ouais. T'es les Yankees de New York, t'en dépasses 300. Ouais.
Ben, cette année-là, tu vas payer une taxe qui équivaut À 20%, à 20% du 60 du millions. 60 millions. C'est ça, de l'excédent. OK. L'année 2, t'es les Yankees. Tu continues à Tu dépenser continues plus. à dépasser. T'es rendu à 320 millions. C'est bien rare que tu descends en plus. Ouais. Ça, c'est- Ben oui, tu t'es Ben là, commis t'es à rendu des à aides locaux. 80 millions au-dessus. Tu vas payer une taxe de 30% et non plus 20%. Puis la troisième année, tu fais ça encore, un autre 80 millions, tu vas payer une taxe de 50% du 80 millions. Fait que c'est énorme. Puis ça, on avait regardé aussi, là, moi, une des questions que nous posions, puis qui était intéressante aussi à savoir, c'est où l'argent va. là. Ouais. Parce que t'as beau payer une taxe, mais tu sais, si... C'est ça. ouais. Fait que la taxe, l'excédent va où? Ben, ça va en partie, une bonne partie va aux joueurs sous forme de bénéfices, sous forme de retraite Pension de pour leur retraite, pension de des affaires retraite. comme ça. Là, récemment, cet été, ils ont accepté d'amender la convention collective pour permettre à une somme presque jusqu'à 15 millions par club d'aller aux équipes qui perdent de l'argent avec leur deal C'est ça. télé. Ouais. Leur- Ah, ouais. On parlait des deals télé locaux. Ouais. Ben ça, pis ça c'est... je fais une Ben oui. parenthèse, là, puis j'espère qu'on n'est pas encore trop geek dans notre patente, mais c'est que Bally Sports, là, dans Ouais, le fond, ouais. le Diamond Sports Group s'est mis sous la loi de la protection de la faillite aux États-Unis et ont essentiellement fermé plusieurs stations de télévision régionales. Ben, c'était comme des stations communautaires, un Non, peu. non, non, pas là. en tout, Ben, pas pas en tout, communautaires, non, non. mais je veux dire, il y a plusieurs. C'est-à-dire que c'était comme un regroupement de plein de RDS. C'était des diffuseurs Ouais, c'est ça. locaux. t'as Alabama. T'avais genre ouais, RSN, c'est ça. Ouais. Anaheim. C'est ça, fait que c'était plein de diffuseurs locaux, c'était pas les diffuseurs nationaux. Fait que les autres, c'était. Puis il y avait les droits d'une douzaine ou quinzaine d'équipes du baseball majeur. Fait que c'est de là qu'ils ont fait cette règle-là. Désolé. Non, non, Parenthèse mais c'est fermée. ça. Fait que Ouais. c'est exactement ça. Fait que ça permet aux équipes qui perdent de l'argent, notamment avec la potentielle faillite de Bally Sports et de Diamond Sports Group, de pouvoir récupérer. Puis là, une autre portion, après la moitié, va dans le partage de revenus, dans les revenus totaux en vue du Ouais. partage. Fait que ce qui est vraiment intéressant de ça, c'est que pour les joueurs, c'est extraordinaire. Non seulement tu as le libre marché complet. Total. Fait que t'as pas de restrictions. C'est sûr que les grands marchés ont plus de chances de payer. C'est pas pour rien que Ohtani, c'était sûr qu'elle allait pas aller jouer pour les Aces d'Oakland ouais. ou Non. maintenant à Vegas, tu sais. Toronto, on suivait les avions puis tout, là. Mais ça, Ben, Rogers, quand on parle de sont Soto, loadés, là. Ils ont du cash. Parce du que là, cash. quand on parle de Soto, on regarde beaucoup les équipes qui sont propriétaires, qui ont des propriétés médias. Ben oui. Parce que ça va aussi leur permettre de justifier cette propriété-là encore plus Ouais. avec tout ce qui va en suivre. Mais c'est qu'en plus, quand une équipe dépasse la taxe de parité ou la taxe de luxe, comment tu veux l'appeler, il y a une grosse portion qui retourne aux joueurs. Ben oui. Fait que les joueurs, non seulement n'ont pas de limite sur leur somme qu'ils peuvent gagner, mais aussi se retrouvent dans une situation où ils bénéficient du fait que les équipes vont dépenser des sommes de plus, la taxe, Ouais. qui va retourner dans les coffres des joueurs, puis les équipes à faible marché vont récupérer une forme de cet argent-là. Fait qu'Ohtani qui signe pour 700 millions, c'est bon pour les plus des 1000 joueurs, mettons, Ouais. là, qu'il y a dans le baseball majeur. C'est bon pour en tout le gros, monde. là, tu sais, C'est bon à plein d'égards. À plein d'égards. Mais en même temps, on voit une envolée des salaires aussi dans le baseball majeur. Là. Tu sais, là, tu l'as mentionné là, d'entrée de jeu. On parle de Yohan Soto, qui va fort probablement devenir le deuxième athlète le plus payé derrière Ohtani. Puis ça, puis cette flambée salariale-là a mené à d'autres tactiques dans le baseball majeur pour amoindrir les effets. On a beaucoup fait état, par exemple, du contrat de Ohtani. Ouais. OK? Fait que le Parce contrat- qu'il est payé 2 millions par année, puis le reste, c'est backloaded, dans le fond. Exactement. Fait que lui, sur les 10 ans réels là, de son contrat où il sera un joueur actif, il fait 2 millions par année, alors qu'il y a 68 millions par année qui vont être payés pendant une période excédentaire de 10 ans. Ce qui fait en sorte que, c'est fou, là, sur 10 ans, il va avoir 20 millions de salaire, alors que c'est un contrat de 700 millions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que ça permet à faire, ce que ça permet aux Dodgers, ça, c'est deux choses. Un, ils amortissent le paiement de cette somme-là Ouais. sur 20 ans. Et on voit là, déjà cette année, il n'y a pas de chiffre officiel qui va sortir. Mais on peut faire quelques petits calculs très, très, très simples. Un, les droits de télé des Dodgers vont connaître une très forte augmentation. C'est sûr. Deux, ils ont ouvert le marché japonais
comme ça n'a jamais été Puis ça a une ouvert. valeur Ça a exceptionnelle. une valeur exceptionnelle. Les ventes de merch autour du... Juste le Ouais. chandail de Ohtani sont extrêmement significatifs. Ça, c'est bon pour toute la ligue parce que quand on vend un gilet, on divise en 32 puis on en envoie un peu à toutes les équipes. Exact. Et alors, tout cela étant Ouais. dit, si tu peux bénéficier des impacts de la venue d'Ohtani à un moment où tu le payes beaucoup moins, ça te permet essentiellement d'avoir des avantages Ah oui. pendant une longue période et donc d'étendre la valeur du contrat. Fait que ça, c'est un premier avantage. Mais pour amoindrir... tu sais, nous, on est très habitués à la Ligue nationale de hockey. Que le gars, il fait... Si le joueur a un contrat d'une valeur totale de 50 millions sur 5 ans, sa valeur dans le plafond salarial, c'est 10 10 millions. millions. Alors que dans le cas de Shohei Ohtani, ce qu'ils ont dit, c'est que, OK, on va le payer 2 millions par année maintenant, 78 millions par année une fois son contrat terminé. Mais là, vu qu'il y a tellement d'argent qui est payé d'une manière différée, ils ont fait, là, vous me pardonnerez le terme en anglais, le net present value Ouais. du contrat. Eux autres, là, à travers un calcul, j'imagine, Actuarial, ouais. ils en sont venus à la conclusion que d'obtenir 700 millions sur 20 ans, ça l'équivaut à obtenir 46 millions sur 10 ans. 460 millions. 460 millions, pardon. Donc 46 millions Ouais. par année. Et donc, l'impact sur la masse salariale de Shohei Ohtani, 46 millions et non le vrai 70 Exact. millions. Fait que ce faisant, ça donne 24 millions par année de place sous la taxe de luxe aux Et- Dodgers. Puis je veux pas vous poigner le cours, là, mais personnellement, pour lui, mettons qu'après ces Ouais. 10 ans que les Dodgers, ils se frottent les mains, moi, c'est terminé le baseball, puis à ma retraite, m'envoie chez nous, m'envoie au Japon. L'argent qui va lui être payé à ce moment-là, est-ce qu'il paye des taxes encore à Los Angeles pour la durée de son contrat ou s'il déménage chez Penat, s'en va chez eux? C'est là que. Puis même, je pense que Max, j'avais fait une intervention Ouais, je pense que oui. à l'émission du matin là-dessus. Puis, il m'a demandé mon avis. D'un point de vue, admettons, de représentant d'athlète, tu me demandes purement. Je trouve la stratégie de différer autant d'argent plus tard risquée parce que tu n'es jamais à l'abri de changement de législation. Tu n'es jamais à l'abri Ouais. de changement au niveau. Parce que c'est loin, là, on ne parle pas de différer dans un an, dans Non. 10 ans. On n'a pas de raison de croire que le MLB va moins bien aller à ce moment-là. Puis, Mais- puis je veux pas... ça arrivera probablement pas, là, mais mettons que la MLB faisait faillite C'est ça. dans 10 ans. Tu sais, Mais, je pense oh pas oui. qu'on s'en va Non, vers non. là, mais il faut que tu aies confiance en tabarouette à c'est business. c'est que hein. c'est beaucoup, beaucoup d'argent C'est un différé. gamble. Oh, Pour oui. les règles fiscales, je dis, je suis pas fiscaliste, mais pour avoir travaillé avec des fiscalistes sur des dossiers d'athlètes, beaucoup va dépendre de sa résidence fiscale au moment Ou qui reçoit l'argent. où ce qui reçoit l'argent. Mais par contre, comme Les c'est de services l'argent rendus, différé, c'est c'est des ça. services rendus. Donc, est-ce que c'est juste un montant différé en fonction de services rendus aujourd'hui? Donc, ils vont prendre la résidence. Ça, il faudrait demander à un fiscaliste, ce serait Ok. intéressant à savoir. Mais mon point, c'est que dans une négociation autant complexe, je trouve ça difficile pour n'importe l'athlète, son agent, tout, de pouvoir prévoir, répondre à toutes les questions potentielles qui pourraient survenir. Quand on parle d'une transaction de cette somme-là, c'est l'équivalent. Écoutez, je ne veux pas faire de mauvaise comparaison, mais n'importe quand tu impliques 700 millions dans une conversation, tu as de la vérification dans une entreprise, une vente d'entreprise. La vérification T'as diligente. tu as du travail énorme à faire. Hey, les Alors- Canadiens ont été achetés pour moins de 300 millions. Ben, c'est ça. Puis, fait que là Les t'arrives. Canadiens, puis- l'équipe, Ben, là. c'est ça. Puis là, t'arrives, puis tu te dis, on fait un contrat, Ah oui. puis qu'on va faire ça pour 700 millions, puis on va différer Pendant 80, 20, tu sais, pendant 90% de la somme. En tout cas, j'ai hâte de voir. Je souhaite rien. Je dis pas que ça va mal aller, mais il y a quand même du risque. Eh bien, en passant, les Dodgers ont fait ça avec Mookie Betts, ont fait ça Oui. avec Freddie Freeman, ont fait ça. Tu sais, c'est pas nouveau. Puis moi, une des questions, puis on pourra pas y répondre là, mais comment ça affecte la valeur des Dodgers aussi? Pensez-y. Parce que dans 10 ans, Sur tes livres, là, t'as ça comme tous dépense. ces joueurs-là joueront plus pour l'équipe. Fait que toi, tu veux vendre l'équipe, là, il va te rester 780 millions à payer à Shohei Ohtani pour des services rendus avant. Puis tu vas encore avoir les deals de télé en Japon, si Otani n'est plus là? Ben Non, c'est Tu ça. sais, il y a tout ça, mais juste par rapport à ce que tu as dit, Alex, c'est super intéressant. Puis quand on parlait de la taxe de parité, puis qu'on Ouais. parlait de tout ça, faut pas oublier que le montant qu'on a parlé mettons le 237, 240 millions, c'est selon, comme au hockey, ton AAV. Ta valeur annualisée. annuelle Ouais, moyenne. ta valeur annuelle moyenne.
Donc, quand tu parles de 46 millions, c'est comme le calcul de valeur annuelle moyenne et non pas le 70 millions. Exact. Fait que c'est 46 qui est appliqué sur la taxe de luxe, puis c'est comme Ouais. ils vont calculer les contrats des athlètes de cette façon. Puis, techniquement, encore une fois, on a utilisé beaucoup ce terme-là, là, mais techniquement, si Yohan Soto, lui, reçoit 500 millions sur 10 ans, il est plus payé qu'Otani. Oui, Parce que à cause de la valeur présente de Oui. l'argent, lui, son 50 millions qu'il reçoit l'année 1, il peut le placer, il peut fructifier. Et donc, lui, la valeur accumulée sur une période de 10 ans va avoir été plus significative en dollars Ouais. d'aujourd'hui, dans le fond, que chez Otani. Puis, dans une autre ligue qui a, comme on parlait, là, le plafond mou, dans Ouais. la NBA, c'est un autre endroit où les salaires ont explosé. Ouais. Parce que là aussi, on laisse place à un certain libre marché. Basketball. Il y a des contrats maximales, mais qui sont liés aux revenus de la NBA qui n'arrêtent pas de croître. Puis, tu sais, ils ont augmenté les contrats de télé, Ah oui. entre autres, principalement. Mais là aussi, c'est des salaires astronomiques là, qui sont rendus. astronomique, puis tu vois des espèces de super équipes qui sont montées. Ah oui. Puis Ils sont eux, moins dans l'équipe aussi. Donc, sont tu sais, moins. Fait qu'il y a plus d'argent qui va aux joueurs parce que les revenus sont là, sont distribués à moins de Eh, joueurs. même nombre de matchs que la NHL, même arena, des meilleurs contrats télé, la moitié des joueurs. Ouais, Incroyable. tu sais, c'est ça. Beaucoup moins de risques de blessure. Puis la NBA, comment ça marche? C'est que tu as ton plafond salarial. Mais si tu le dépasses, tu as le droit. Mais pour chaque dollar que tu dépasses le plafond salarial, il faut que tu payes 2 $ en taxes de luxe. Fait que pas si mou le plafond. C'est- Non. Qui fatigant. va au fond des joueurs, même chose. là, Ouais, comme- qui retourne en revenus. Ouais, c'est ça, en c'est dans revenus les partagés. ouais, c'est ça, le basketball related revenues qui sont les revenus partagés C'est à ça. travers donc ouais, c'est ça, qui sont Ça partagés va, entre les ça joueurs. va en partie aux équipes qui n'ont pas dépassé C'est ça. le plafond. taxe. Fait que si, admettons, tu as 10 équipes qui ont passé le plafond, tu en as 22 qui ne l'ont pas passé, Mais, tu as une portion qui va aux 22, puis après, tu en as une qui va Ouais. au reste. tu sais, puis là, on parle de tout ça, là, puis j'ai hâte de voir le contrat de Soto, de quoi ça va avoir l'air. Moi, je pense tout le temps, puis là, c'est pas la misère, là, mais aux joueurs de hockey qui doivent se dire « My God, qu'on est pauvre. Mais My pourquoi en God, qu'on est 2004, ça s'est pauvre. autant battu pour avoir le plafond salarial? Le lockout, là, C'était ça. le gros lockout Ouais. qu'on a perdu toute l'année. C'était ça. La hockey n'avait pas de plafond salarial Ah ouais. avant. Mais Batman avait vu juste. Batman, si aujourd'hui la Ligue nationale de hockey n'a pas de n'avait plafond. pas de plafond salarial, on serait ailleurs dans les salaires. Complètement. C'est sûr. Puis le problème, d'un point de vue de partisan, le problème pour de la NBA puis de la MLB, il y a un manque de parité d'une certaine façon. C'est sûr. Tu sais, parce que t'as Ah, pas... tu le sais. Tu commences Il y a comme- l'année, il il y y a- a tu sais, 10 clubs qui sont pas dedans. Ben, il y a comme les Devil Rays qui ont fait mentir ça pendant. Ça Oui. s'appelle plus les Devil Rays. Hein, c'est Ouais, juste les Rays. Raybacks de l'Arizona, l'année passée, l'autre T'sais, d'avant. ils font mentir. Là, on va se le dire. Là, Les T'sais, Pirates dans- de Pittsburgh sont dans le trou depuis combien d'années? c'est Ouais. ça. Mais tu sais, cette année, Tu le sais. des 4 équipes demi-finalistes, t'avais les Mais 3 ça, plus pour hauts. la MLB, ce scénario-là, t'arrives en finale de la Série mondiale, les Mais Yankees c'est- contre les t'as Dodgers, raison. c'est... Ouais. Je vais nuancer mon propos, t'as raison. La MLB, comment ils ont fait pour contrer l'espèce pour la parité, j'ai pas les détails exacts, mais t'as énormément de contrôle sur un joueur au début de sa carrière après que tu l'aies repêché. 100%. T'as plusieurs années qui est dans ton organisation. Ah, on l'a parlé avec l'arbitrage salarial de Guerrero d'ailleurs. Tu sais, t'as beaucoup de... Fait que si tu repêches bien, fait que les Rays, les Royals, on pense les Pirates s'en viennent vers là, tu peux te Paskins. retrouver dans une situation où tu vas avoir une fenêtre pour gagner pendant que tu as ces contrôles-là. Mais dès que cette fenêtre-là se termine, si t'as pas les poches assez profondes pour Ah le non, c'est faire, sûr. ça devient extrêmement difficile. Dans la Ligue nationale de hockey, tu sais, une des choses, autre que la persistance de Gary Bettman, là, mais je pense qu'une des affaires qui a fait passer le plafond, c'est d'avoir lié le plafond aux revenus totaux de la Ligue. Oui. Et d'avoir imposé un plancher. Ce qui fait en sorte que, tu sais, à chaque année, tu sais qu'il y a une tarte qui revient aux joueurs. Et si la Ligue s'améliore, la santé financière de la Ligue augmente d'année en année, ben, les joueurs vont avoir leur part du gâteau. Cela étant dit, c'est qu'on voit très bien dans les ligues où que le plafond est flexible ou inexistant, c'est qu'il n'y a pas de tarte. Non. C'est vraiment libre cours au marché.
Mais après ça, tu sais, on peut aussi se questionner sur la pérennité de ces choses-là, parce que ça l'impose on court après les contrats un Ouais. peu dans, tu sais, on court après la valeur des contrats dans les ligues qui se sont pas structurées comme ça. Puis tu sais, je pense que il y a des, tu sais, la NHL avait le challenge d'être le sport le plus marginal, là, mettons parmi les 4, et donc l'équilibre entre les équipes était super important. Mais essentiellement, là, on va se le dire, là, dans la Ligue nationale de hockey, des équipes riches qui payent des équipes pauvres pour jouer contre eux, là, quand on y pense. Là. Ah, totalement. Oh, et puis on le voit. Oh, Puis il y en a qui utilisent bien certains des règlements qui sont encore flous, comme la LTIR, les Golden Knights de Las Vegas, tu sais, puis c'est de jouer avec un règlement. Julien Brisebois qui a joué des séries avec 18 millions over la masse salariale. C'est faut tellement être précis, être bon, puis connaître. Tu sais, c'est plus juste de sélectionner des joueurs en échange, des directeurs généraux aujourd'hui. Faut que ce soit des monstres de la finance pour bien jouer avec ça. Ouais. Tu sais, pour jouer, tu rentres avec qui? Parce que quand tu as un plafond salarial, ça te fait chier un Brandon Gallagher à 6 millions s'il se met à pas bien aller parce que tu as besoin de cet argent-là pour être compétitif. Au baseball, Ben, là, c'est tu sais, pour la ça- Ligue... Ouais, vas-y. Non, mais j'allais juste dire, c'est pour ça que la Ligue nationale de hockey, on voit de plus en plus l'arrivée du fameux contrat de genre 8 millions pour 8 ans. Ouais. Ouais. Parce que là, qu'est-ce qu'on se dit, c'est que on signe ça maintenant. L'impact, on paye un jeune joueur peut-être un peu trop cher maintenant, mais ultimement, il va être un aubaine une fois que le plafond salarial va augmenter, une fois que les droits télé vont avoir augmenté en 2026. Fait que, tu sais, ça a donné naissance à ça. Mais tu sais, encore une fois, pour moi, le baseball majeur avec, tu sais, de pouvoir différer des salaires avec une taxe de luxe, toutes ces affaires-là, eux autres, c'est, tu sais, ils appellent ça le passe-temps américain, là. Ouais. Ben, c'est la ligue la plus américaine en termes de marché ouvert, Puis- tu sais, de... Non, excuse. Non, ça va. Ben, juste parce que je fais du pouce là-dessus, on pourrait penser que la ligue la plus américaine serait peut-être la NFL. Ouais. Tu sais, en termes de. Ouais. Puis c'est la ligue qui est la plus socialiste des 4. C'est mon avis. Dans le sens. Pour redistribuer au l'argent. niveau de la restriction Ben oui. d'argent, il y a un plafond. Il y a un hard cap. Comme ferme. Puis le plafond, il inclut tout, hein. Il inclut pas juste les 53 actifs, il inclut tes joueurs sur l'équipe de pratique. Puis il y en Il a inclut des joueurs tes à payer, joueurs- là. Il inclut oui, des c'est joueurs sûr. blessés. Ouais. Les gens, ils pensent que tu vas blesser, ça compte pas. Non. Des contrats garantis. Ça compte. Fait que quand t'as un QB Ils sont pas tous garantis dans la NFL, par Ouais. exemple, Non. mais Oui, oui. la majorité, T'sais, mais une bonne partie. Mais ça reste que le partage de revenus, tout le monde a le même. La péréquation s'applique. Le chèque de 400 millions que les Packers de Green Bay reçoivent, c'est les Jaguars le reçoivent, puis les Cowboys le reçoivent. Je dis, tout le monde reçoit la même. C'est la même malade, chèque. ça, quand tu y penses. Mais c'est ça. Puis dans le foot, il y a juste parce que nuancer les 4 ligues, on a parlé du baseball, on a parlé du basket, du hockey, évidemment, on connaît, mais le foot, la NFL, c'est-à-dire, ben, tu as un plafond ferme. Tu as des stratégies pour naviguer à travers le plafond. Exemple, le bonus à la signature. Le bonus à la signature, c'est un montant qui est payé, évidemment, à la signature, le nom le dit. Mais après ça, comment ça marche au niveau de Son la impact. masse salariale? Il est amorti Sur la durée du contrat. sur la durée du contrat jusqu'à un maximum de 5 ans. Fait que quand tu vois un joueur signer un contrat avec un bonus à la signature, c'est stratégique et pour le joueur qui reçoit l'argent Ben oui. maintenant et pour l'équipe parce qu'ils peuvent l'amortir sur une plus longue durée. Fait que tu sais, quand, pour les fans de Brady, tu sais, Louis, puis qui sont Morissette, puis qui est fan de Brady, Oh, est tout ouais. fait pour le club, là, on va mettre les pendules à l'heure. Quand Brady et compagnie, plein de joueurs ont fait ça, là, les QB surtout, disent qu'on va aider le club. Je ne vais pas parler pour chaque cas, mais la grande majorité des cas, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont faire en fait, C'est restructurer le C'est- bonnet de signature. c'est dire hey, faut que tu me payes 30 millions cette année en salaire de base. Mais il me reste 3 ans de contrat. L'équipe va dire hey, on va le transformer le 30 millions en bonus à la signature. Ah oui. On l'amortit sur 5. Fait que tout d'un coup, le capite devient 10 millions au lieu de 30 millions. Parce que je l'amortis sur les 3 Ça ans. paraît bien. 3 années restantes, c'est ça, ouais. Même les équipes de la NFL sont allées jusqu'à aussi loin de dire mettons que on va prendre la saison mettons après la saison 2024, la saison 2025. Tu as une équipe là qui dit hey, moi je suis dans une fenêtre pour gagner cette année. Je J'ai pense que besoin j'ai de le place. club pour gagner, mais j'ai besoin de place à la masse pour le faire. Puis Breeze avait fait ça en Nouvelle-Orléans. Tu as un QB qui reste 1 an de contrat. Il faut que tu le payes 40 millions. Mais le joueur, il pense pas jouer plus longtemps que ça après. Non. Mais il va aller voir le joueur, il va dire regarde,
faire un deal. On va convertir ton 40 millions, on va prendre 35 millions, on va le convertir en bonus à la signature. Ouais, mais il me reste un an de contrat, je peux pas l'amortir plus que ça. Ouais, mais on va t'ajouter des années de contrat, mais qui deviennent annulées à une certaine date. Fait qu'on va dire, on va ajouter 4 ans de contrat de plus. Fait que ton 35 millions devient ça devient Un bonus de signature Un pendant bonus de cette signature. saison-là. Puis l'impact sur la C'est masse ça. salariale sur cette saison-là devient 7 millions. Puis là, dans le fond, les années, une fois annulées, là, ça va compter sur la masse, mais de cette année-là. Ouais. Ok. Puis là, j'espère qu'on va pas perdre trop de gens. Mais exemple, quand un joueur est libéré ou quand un joueur est échangé, puis qu'il reste des années de contrat sur lesquelles on a amorti un bonus à la signature. Donc, exemple, Ouais. tu as signé un c'est ça. contrat 20 millions de bonus à la signature pendant 5 ans. Donc, Ching- 4 millions par année. 4 millions par année sur la masse. Le joueur joue 2 saisons. Avant le début de la 3e saison, l'équipe dit « T'es plus bon, on te laisse aller ». Le 12 millions qui reste sur la masse devient applicable cette année-là au complet. Je comprends. Fait que c'est pour ça que les échanges dans la NFL sont plus corsés, parce que pour une équipe qui veut échanger un joueur, Ouais. exemple de Sean Watson, Ben oui, ouais, c'est tout le temps des choix repêchage, les 3e, 7e choix. sont pris avec ça à cause que ça, le 12 millions, on appelle ça dans le langage de la NFL du dead cap. Ouais. Fait que quand on dit que si tu as donné un gros bonus à la signature, il faut que tu échanges ou tu libères le joueur à un certain moment donné, mais ça accélère le montant restant, ça fait en sorte que c'est inutile. Je pense de Sean Watson, c'est de laisser aller cette année. Le dead cap était de 170 millions sur leur masse salariale. Fait qu'ils peuvent rien faire avec lui. C'est magique. Donc, il y C'est a plein. malade. Ouais. Tout ça pour dire, je sais que ça a l'air complexe, mais la NFL, c'est très strict comme structure, mais il existe des façons vraiment le fun dans la façon que tu structures tes Ouais. contrats pour alléger la masse et selon ta stratégie. Les Bucks, pendant plusieurs années, ont géré leur masse masse salariale égale argent dépensé, d'une certaine façon. Ouais, ok. Fait qu'eux donnaient pas de bonus à la signature. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils signaient le contrat, puis il y avait un bonus payable 4 jours après. Juste le fait de le payer 4 jours après était pas considéré comme un bonus à la signature, donc le montant total était appliqué à la masse salariale de cette saison-là. Ce que ça faisait, c'est qu'ils se retrouvaient jamais avec du dead cap. Je comprends. Fait que fiscalement, ou comme Il était, il était un peu tout plus le temps à jour. responsable. Il pelletait pas par en avant. Mais quand Brady est arrivé, là, ils ont changé leur façon de faire parce que là, ils ont vu qu'il y avait une opportunité de gagner. Puis ils ont appliqué plus les void years. Puis tout ça. Et ils ont gagné. Ouais. Très hâte de voir comment Juan Soto, surtout avec qui Soto va s'entendre, parce que là, ça a l'air que c'est ouvert. Là. Ça peut être n'importe qui a du cash pour le payer. Imagine, il va chez les Dodgers. Ça se peut, hein? Ça se peut. Ça se peut très bien. Ça se peut. Ça se peut très bien. Ce serait fou. Écoute, Mookie Betts, c'est parti des Red Sox pour s'en aller là. Fait que écoute, imagine avec les Je Dodgers. sens que les Jays vont se faire niaiser encore. Ouais, mais, Ah, ouais. mais on sent pas son attachement envers les Yankees, en tout cas, zéro bonne barre. Hey, on s'est habitué à faire un petit jeu quand on finit Ouais. les compteurs. Il y a bien des compagnies qui ont investi bien du cash en commandite dans des événements ou dans des athlètes. Majoritairement des événements. Je vais vous donner le nom d'une compagnie. Puis depuis combien de temps à peu près ils commanditent l'événement, je veux que vous me disiez selon vous de quel événement on parle. OK. Coca-Cola a une commandite active depuis plus de 95 ans avec un événement, Un événement. Ah, ben c'est les Jeux Olympiques. J'allais dire la Coupe du Monde. Ah, la Coupe les du- Jeux olympiques. 95, c'est loin. pour la Coupe du 95 Monde. ans, depuis 1928, son commanditaire officiel des Jeux olympiques. Le deal avec eux autres est jusqu'en 2032 et l'année charnière où ils ont fait le plus d'argent en retombée, c'est après 2016 à Rio quand ils ont lancé une campagne qui s'appelle Dad's Gold où ils ont pu repayer toutes les années ou à peu près où ils ont donné du cash aux Jeux olympiques en retombée en vente. Hey, une petite parenthèse des Jeux Olympiques, là. Moi, j'ai eu le privilège d'aller à des Jeux Olympiques en Europe. J'arrive dans la ville, c'était en Italie, à Turin, dans le temps, ça fait un bout. J'avais une Mastercard, je pouvais pas l'utiliser. Visa, la commandite de Visa a fait en sorte que tu C'est pouvais barré. juste payer C'est avec incroyable, un Visa. C'est bien. C'est smart. Continue? Ouais. La compagnie Shell, là, c'est pas nécessairement un événement. Ça peut être une équipe, un athlète, peu importe. La compagnie Shell a un partnership qui date depuis plus de 73 ans. Je suis pas expert de la Formule 1, mais j'allais Mais dire je pense que Ferrari. 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 Ouais. 73 ans Tu vois, déjà. Écoute, pour que
Moi, je suis pas un grand Le amateur de logo Formule 1, Shell mais jaune, c'est c'est ça. Ferrari rouge. Tu sais, on l'a Donc, my ça God. marche. Ça marche? Ça marche. Tu sais, on sait, tu le vois, là, tu l'as vu tout de Ouais. suite, Shell V-Power. C'est depuis les années 50. On dit que vraiment, en 2007, Ferrari a lancé un nouveau modèle de voiture avec Shell, puis qu'il y a eu un gros litige par rapport à où le logo était placé sur la voiture. Quand on a présenté la voiture à Shell, ils ont fait « Oh, on le voit pas. Faut qu'on le voit par en avant, sur le côté, par en arrière, partout. » Puis on est obligé de retourner à la table à dessin. Vous avez des belles discussions, ça. Ça a dû pas brasser un peu, hein? Écoute, c'est vraiment Es-tu intéressant. belle, Ferrari, par exemple? OK. Ça, là, il est facile quand même. Rolex, Ben, Wimbledon. Wimbledon. Ouais. 45 ans de sponsorship. Rolex avec Wimbledon, ça a Ça commencé. aussi, tu peux pas le manquer. Mais non. C'est tellement Dans là. le coin, là, tu le vois, là, c'est... Il était en Formule 1 aussi, à ce qui paraît, ils vont sortir Ah ouais. à la fin de la saison, je pense. Là, mais, ouais. Ce qu'on dit du côté de Rolex, c'est qu'on trouve que le tennis, c'est le sport avec le plus de classe et que depuis 40 ans déjà et plus, on est capable d'associer la clientèle de Rolex clairement au tennis et qu'on en voit beaucoup. On fait des espaces, tu portes une Rolex, tu as accès à un... Gatorade, partnership depuis plus de 40 ans. Écoute, ça pourrait certainement être la NFL. J'allais dire. C'est la le- NFL. Ouais, Ouais. c'est ça, ok. C'est la Les Gatorade NFL. Showers, tout. Hey, on Ouais. va se le dire, là, à date, là, d'habitude, on est pourris dans ces Non, c'est questions-là. quasiment bon, hein? Fait que là, ça marche, là. Ça marche, le Ça marche. sponsorship dans le sport, honnêtement. Ouais. Savez-vous combien C'est vrai. de gallons de C'est Gatorade vrai. sont consommés dans une saison? Non. Ouf. Il y a 32 équipes, ils sont tous obligés de prendre du Gatorade. Dans une saison, il se boit ou se verse sur la tête de coach 464 000 gallons de Gatorade. Hey, mais puis pensez-y, tu peux bêter sur la couleur du Gatorade au Super Bowl. Fait tu sais, c'est vraiment intrinsèque à ce sport-là. On parle d'une entente qui vient de se terminer. Ça a duré 42 ans et ça concerne la compagnie Honda. 42 ans. 42 ans, c'est un événement et ça vient de se terminer. Oh, OK. Premier alcool. OK, attends une minute. Non. Après ça... Et plus tough, ça, là. Ouais. OK, fort. On a- Fort, tu me donnes un On a parlé en indice, début d'émission. Le golf? Non, pas le Ouais, golf. golf. Le golf? Le Honda Classic. Ah. Le Honda Ah, Classic ouais. ne revient pas. Le Honda Hey, Classic. moi, je pense tout le temps, tu sais, cette année, là, tu sais, à la Coupe du Président, c'était Ouais. Genesis à fond Genesis pendant à longtemps. côté, C'était Cadillac aussi qui était... Ça ne revient pas parce que on considère qu'à l'argent qu'on met, vu qu'on n'a pas sélectionné le Honda Classic comme étant un Elevated Events, ça valait pas la hauteur du field, de la liste de joueurs qu'on mettait sur le terrain. Puis tu sais, on te donne je sais pas combien de millions pour la bourse, puis le plus populaire ou le highest rank, c'est Billy Horschel, mettons. Je comprends. Fait qu'Honda a fait non. Wow. Il m'en reste 2. Hugo Boss, 33 ans de partnership. Tennis? Non. Ah, Ben... ben, attends. Hugo Boss, ils sont en Formule 1 aussi. Ouais. Ils sont en Formule 1 aussi. Ouais. OK, c'est ça? Ouais, c'est en Formule Ok. 1. Avec Ben, c'est pas justement Aston Martin? McLaren. McLaren, Ah c'est oui, ça. c'est vrai, Perpetual. c'est vrai, c'est vrai, excuse-moi. 33 ans en Formule 1. Malheureusement, c'est plus actif depuis début des années 2020. Ok. C'est plus actif pour les deux, mais ça a été là pendant très longtemps. Puis là, on va traverser l'océan, mais c'est quand même un partnership qui est actif depuis plus de 30 ans. Carlsberg. Ça, c'est la... Oh non, Coupe j'allais du dire... monde? Ben, j'allais dire la Oh coupe non, du- non, Champions... Non, Champions... Carlsberg. Non, C'est pas un événement. Ah, ok. On parle... Non, la coupe... Tout ce qui est... C'est Heineken, je pense. c'est la Heineken, coupe. exact. Carlsberg. C'est pas un événement. C'est une équipe. Ah, c'est une équipe. Ah, c'est qui a le... C'est une équipe de soccer? Ouais. C'est qui qui a... C'est-tu Liverpool? Non. Les gens sont en train de crier Liverpool! C'est-tu Liverpool? Liverpool, Ah, c'est c'est ça. Liverpool, ok, c'est C'est ça. Liverpool. 30 ans de sponsorship déjà. Aïe, c'est fou ça. Ouais. Cool. Hey, vous avez été super bons. Mais, hein, Hey, good job, On guys. est- Mais ça veut dire que ça ça marche. fonctionne. Ah ouais. De laisser ta marque à quelque part pendant longtemps. Pendant longtemps. C'est ça la clé, je pense. Pendant la longtemps. longévité. Je trouve que souvent, on a certains des résultats trop vite. Laisser le temps de faire les choses. L'association, il faut qu'elle soit là. Aïe, Ouais. aïe. Merci les compteurs. Merci. Merci Alex, merci Sacha, merci à vous autres d'avoir été là. On va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode des compteurs. La Business du sport. Les compteurs avec Max Lalonde et Sacha Cavani.